Donc, une petite illustration avec cette vidéo que je vous recommande, donc, qui a été produite par un laboratoire de l'Université de Liège et qui présente donc un matériau sableux très sec, un matériau limoneux très sec aussi et un matériau argileux sur la droite. L'expérimentation consiste à venir apporter de l'eau dès que la forme de petite cuvette qui est placée sur chaque modalité, dès que cette petite cuvette est vide, hop, on remet de l'eau. Donc on voit que dans le sable, on ajoute très souvent de l'eau puisque celle-ci est drainée très rapidement vers la profondeur en raison de la porosité grossière du sable. Au contraire, ici, l'argile, retenant beaucoup l'eau, elle a du mal à migrer vers la profondeur. J'avance un petit peu dans la vidéo pour vous présenter une deuxième partie. On a ici sur la partie supérieure du limon très sec et une couche de sable en dessous. Donc là, vous êtes en train de calculer ce qui va se passer lorsque le bulbe d'humectation va rencontrer cette couche de sable. Et je ne peux pas voir vos réactions, mais j'aurais bien pris les paris. Vous allez voir que ce bulbe d'humectation va avoir tendance à s'étaler. On aurait pu penser qu'il allait s'infiltrer très rapidement dans la couche sableuse, mais ça n'est pas le cas. Et il faut attendre, je vais avancer un petit peu plus, il faut attendre que le bulbe soit vraiment étalé avant que l'humidité n'arrive à pénétrer dans le sable. Et lorsque vous allez voir le V d'humectation du sable, ici, va toucher le limon, il va se produire un phénomène intéressant où le limon très sec vient comme aspirer l'eau en dehors du sable. Donc on se retrouve ici avec une situation où la source en eau a été freinée au moment d'arriver dans une zone avec une texture différente. L'explication de cela, c'est que la porosité du limon étant beaucoup plus fine que celle du sable, il a tendance à aspirer l'eau. Elle dépense moins d'énergie à rejoindre cette porosité très fine que à descendre en profondeur. Si on applique ce principe sur un cas concret, nous pouvons prendre celui de la noue d'infiltration. Donc une noue d'infiltration, ça consiste en une déclivité qui vient recueillir les eaux et qui souvent est dotée d'une couche de drainage qui permet l'évacuation de ces eaux rapidement vers l'aval. Lorsque l'on observe cette noue avec un œil un peu différent et que l'on pense aux remontées capillaires, donc imaginons en profondeur une source d'eau, une nappe temporaire, par exemple, qui d'habitude vient approvisionner le sol en surface grâce aux remontées capillaires, vous comprenez que ces remontées capillaires sont complètement bloquées par la couche de drainage, puisqu'elle a une porosité très élevée, et que le végétal qui est planté par-dessus, pour avoir accès à cette ressource en eau profonde, devrait développer son système racinaire en traversant la couche de drainage, souvent enveloppée d'une chaussette en géotextile, ou même pas du tout propice à la colonisation racinaire, puisqu'elle est pleine de vide. Donc ce végétal se retrouve complètement coupé de la ressource en eau profonde. On observe donc dans ces noues d'infiltration souvent un milieu très asséchant, du fait de l'évacuation qui est procurée par la couche de drainage d'une part, mais du fait aussi des remontées capillaires qui sont rompues d'autre part. Un autre cas d'application, c'est la fosse unitaire, au fond de laquelle on dispose un massif drainant. Alors, toujours prévoir un exutoire pour un massif drainant, sinon ça n'a absolument aucun sens, c'est juste du vide qui vient se remplir d'eau. Mais on retrouve également la même notion, c'est-à-dire les remontées capillaires profondes sont bloquées par le massif drainant et le végétal va avoir difficilement accès à ces ressources pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment. J'en profite également pour une deuxième incise. Lorsque vous faites une fosse unitaire, ne la remplissez pas de terre organique en profondeur. C'est pire que... c'est vraiment pas une bonne pratique, puisque la matière organique va avoir tendance à consommer l'oxygène en profondeur et du coup à asphyxier le système racinaire qui, comme nous l'avons vu, a besoin d'oxygène pour respirer. Donc l'épaisseur de terre organique doit se cantonner à environ 30 à 40 cm en surface, mais pas de matière organique en dessous.